Je ne suis pas Abel Abelson, parce que c'est mon pseudonyme. Je suis l'auteur de Moi surdoué révolté, et avant de commencer autre chose, je voulais en fait vous parler brièvement un peu de moi-même et de comment je suis arrivé à cette histoire de surdoué et de surdoué révolté aussi. Toute ma vie durant, jamais je ne me suis senti surdoué et je n'ai même pas réfléchi à la possibilité que j'aurais pu être surdoué ou non. Mais j'ai tout de même toujours senti un certain écart entre mon fonctionnement et le fonctionnement de la plupart des gens autour de moi. Alors cet écart, il consiste en quoi? En anglais, je dirais que la différence, c'est I care comparé avec I don't care. Donc, je l'ai senti toujours comme si moi, je suis préoccupé, concerné par tout ce qui se passe, pas seulement autour de moi, mais un peu partout. Je veux tout comprendre aussi, pas savoir, c'est une différence, je vais parler de ça après, mais je veux tout comprendre et je suis concerné par tout ce qui se passe partout au niveau, surtout finalement, de souffrance. Toute la souffrance partout me touche et je ne peux pas éviter de penser à des solutions, à essayer de comprendre d'où ça vient, de pourquoi c'est comme ça et de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette souffrance dans le futur et pour le soulager le plus vite possible et le mieux possible aujourd'hui, maintenant déjà. Alors souvent, ça m'a mené à des conflits avec les autres, bizarrement en fait. Parce que je suis bien là pour aider, je suis bien là pour comprendre et partager les choses que je trouve, les possibles solutions, les causes des choses. Mais pour autant que les autres, la majorité des autres, disent et probablement même pensent qu'ils veulent aussi comprendre et aider et prévenir et résoudre, en fait, quand j'arrive avec mes solutions et mes préoccupations et mes idées et tout ça, en fait, ils n'en veulent rien du tout. Alors finalement, ça m'a mené à une sorte de mal-être constant, une sorte de conflit constant aussi avec les autres, pour autant que je suis moi-même, j'entre en conflit, parce qu'ils ont beau dire qu'ils veulent être en bonne santé, mais si tu leur dis ce qu'il faut réellement faire pour être en bonne santé, si tu essayes de mettre sur pied les circonstances pour que eux et le reste des gens soient en bonne santé, ils n'en veulent rien du tout, bien au contraire. S'ils disent qu'ils veulent éradiquer le cancer de la planète, et tu commences à étudier ça, et tu rencontres toutes les substances chimiques cancérigènes qui ont des alternatives et qu'on pourrait mettre en place très facilement, à la fin, ils n'en veulent rien du tout. Donc ils disent beaucoup qu'ils veulent résoudre les problèmes, mais quand c'est le moment d'appliquer la solution, ils n'en veulent rien du tout. Bon, ça m'a mené à beaucoup de conflits que j'ai assez rapidement commencé à internaliser. En fait, au lieu de continuer à embêter les gens avec ce que je voyais que les embêtait réellement, manifestement, j'ai commencé à internaliser tout ça. Et donc, je suis entré assez vite dans ma vie. Moi, je dirais même à partir de probablement mes 6, 7, 8 ans, j'ai graduellement entré dans une sorte de dépression latente et une sorte de mal-être interne au niveau de qui je suis dans le monde. Simplement dit, en une phrase, je pourrais dire que la question que je me posais tout le temps, c'était est-ce que c'est moi qui est taré ou est-ce que c'est eux qui sont tarés? Mais quelque part, il y a un problème. Et je n'arrivais pas à sortir de cette question, surtout parce qu'en fait, je présupposais, sans plus y réfléchir parce que c'était inconscient, je présupposais qu'en fait,
tout le monde était à la base aussi préoccupé, concerné, prêt à aider que moi, mais qu'en fait, par des circonstances, peut-être d'éducation, des circonstances de la jeunesse ou de je sais pas quoi, ou des circonstances de pauvreté, etc., etc., ils n'arrivaient pas à manifester, à réaliser, à vivre ces motivations profondes. Donc, sincèrement dit, à un moment je me disais, mais ils sont cons, c'est pas possible, ou ils sont méchants, c'est pas possible. Un autre jour, je me disais, c'est moi qui est con, eux ils vont très bien, ils sont contents, ils sont bien entre eux, et moi j'ai ce mal-être en moi tout le temps, et donc le problème c'est moi. Alors ça a duré, ça a duré, ça a duré, et à mes 40 ans, ça m'est venu que possiblement, on ne sait jamais, je pourrais être surdoué et que ça pourrait expliquer tout cet écart et tout ce conflit, etc. En réalité, c'était une sorte de ce qu'on appelle en anglais un long shot. Je n'avais aucune idée, ce n'était pas comme si je disais tiens, c'est sûrement ça, je vais essayer ça, on va voir, ça va être ça. Je me disais, ça peut être tout et n'importe quoi, essayons une fois ce truc de surdouance. Donc je suis allé à un test surveillé de Mensa, l'association des surdoués, et j'ai obtenu un résultat de 133, un QI de 133, et j'étais accepté dans Mensa. Bon, ça m'a quand même assez bouleversé, surtout au début, parce que ma première réaction a été, en fait, ben vous voyez, je ne suis pas taré, je ne suis pas idiot. C'est clair que je ne suis pas idiot, donc je ne peux pas avoir complètement tort tout le temps non plus. Mais puis j'ai commencé à entrer un peu dedans, dans cette histoire de surdouance. Je suis allé à une réunion de Mensa, qui dit dans ses statuts qu'ils sont là pour, en fait, pour améliorer les choses, pour utiliser leur intelligence pour le bien des autres. Et qu'est-ce que j'ai trouvé là? Une dizaine de gars qui étaient en train de faire des blagues pourries de belle-mère et un quiz de musique des années 80. C'était super horrible. Puis j'ai un peu suivi cette histoire de Mensa, j'ai lu un peu leur courrier et leurs petits magazines, etc. Et j'ai très vite compris que c'était vraiment, vraiment pas du tout ce que ça disait que c'était. Et donc, assez vite, je n'ai plus mis un pied dans rien du tout de Mensa, parce que j'avais sincèrement mieux à faire que des réunions à des vieux musées pourris et des trucs intello, idiots. Ça ne m'intéressait pas. Et ça ne m'intéressait pas non plus de me mêler seulement avec des surdoués là, parce que, et je vais revenir à ça aussi, il y a surdoué et surdoué, et à la fin, j'ai bien détecté, et je voudrais décrire ça en plus de détails aussi, je vais revenir à ça aussi, qu'il y a deux types de surdoués quasiment opposés, en fait. Dans leur existentiel, ils sont quasiment opposés. Dans leur fonctionnement cognitif, émotionnel, etc., ils sont quasiment opposés. Et ils arrivent, les deux, au même résultat de QI assez haut, par des chemins quasiment opposés, totalement différents aussi. Mais je vais revenir à ça. Et la majorité des gens que moi j'ai rencontrés brièvement là, dans Mensa, à Bruxelles, c'était le type opposé que moi. Donc c'était vraiment très, très difficile pour moi, il n'y avait rien à chercher là pour moi, et voilà. En plus, bien évidemment, le concept même de surdoué, ça cloche de partout. C'est un début de conceptualisation de quelque chose de réel, neurologique qui passe là, mais ça manque de beaucoup. Et c'est une manière de décrire cette réalité neurologique qui passe là, qui est vraiment très très ratée, en fait. À ça aussi, je vais revenir.
Donc voilà, j'ai 40 ans, j'ai passé ce test de surdouance, paf, du tout, je suis surdoué. Et donc, avec ce truc de Mensa, et aussi avec mes expériences d'avant, je me rends bien compte qu'en fait, je suis assez révolté. Donc de là, le titre de mon livre, moi, surdoué, révolté. J'ai mis là, moi aussi, parce que je ne voulais pas parler pour d'autres surdoués ou pour les surdoués, etc. Je peux pas et je veux pas parler pour d'autres gens. Mais moi, en tant que surdoué, là, du coup, et révolté aussi, j'ai voulu décrire mon être et mes émotions et comment je suis dans le monde et comment le monde est avec moi et comment aussi une vie réalisée est possible ou au moins pointer des flèches vers comment ça pourrait être. J'ai voulu décrire tout ça dans mon livre. Et donc en passant par cette étape de surdouance, j'ai compris que dans cette notion, il n'y a pas vraiment des réponses, mais ça m'a aidé à aller chercher un peu plus, style dans la neurologie, et j'ai rencontré des choses très intéressantes qui, pour moi, ne donnent pas l'explication complète, parce que ça n'existe pas, mais qui pointent à des choses très intéressantes, des trames neurologiques, des trames de comportement humain, de cognitif, social, etc., qui aident beaucoup à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde au niveau personnel, individuel, dans les relations avec les autres, mais aussi au niveau politique, social, environnemental, etc. Donc, on va explorer tout cela. C'est beaucoup de choses. On va parler un peu de surdouance. Ça va revenir de temps en temps. On va aussi les dépasser de loin, souvent. Et on va parler de beaucoup d'autres choses aussi. Bienvenue et à la prochaine vidéo.